Merci beaucoup de votre invitation. C'est moi qui débute, mais au fond, moi, je ne parlerai pas de liberté d'expression. Donc, ça commence mal. Je vais parler de liberté universitaire. Et donc, je vais commencer par essayer de dire qu'est-ce que je pense qu'on devrait entendre par liberté universitaire pour être sûr qu'on parle de la même chose, ce qui va nous aider à savoir qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de liberté d'expression. Quand on parle de liberté universitaire, le mot-clé, c'est université. Donc, l'université, c'est une institution spécifique, une mission. En gros, je vais vite. Et cette mission-là, de produire et de diffuser des connaissances dans tous les domaines, suppose justement ce qu'on appelle la liberté universitaire, c'est-à-dire la liberté du professeur d'enseigner, de parler, de diffuser des connaissances validées par les communautés selon les règles normalement acceptées. Par exemple, je travaille un livre sur Galilée, mais les règles de démonstration au 17e siècle ne sont pas celles du 21e siècle et ne sont pas celles du 13e siècle non plus. Les techniques de preuve évoluent. Et la mission de l'université suppose une autre chose, qui n'est pas la même, qui est l'autonomie institutionnelle. Donc, bien sûr, nos amis les recteurs ont fait grand cas et nous ont trop souvent dit une chose qui était que l'autonomie institutionnelle est la garante, et je les cite, est la garante de la liberté universitaire. Ça, c'est faux sur le plan historique et sur le plan logique. Je n'ai pas le temps de vous le démontrer, c'est faux. Donc, ce qu'il faut, c'est les deux. La mission universitaire repose sur deux piliers. L'autonomie institutionnelle, c'est l'université comme institution. Et la liberté universitaire, c'est le chercheur, le professeur, l'étudiant des études avancées qui fait de la recherche, qui contribue à la mission de l'université. En gros, c'est ça. Et ça, donc, ça définit un espace qui est, dans sa majeure partie, le campus, la classe, les relations avec les étudiants. Donc, ça touche l'enseignement, la recherche, les publications, les politiques universitaires, c'est-à-dire la discussion de notre institution. Et donc, on peut critiquer. Moi, je critique depuis un quart de siècle les recteurs. Ils n'aiment pas ça. Mais comme je suis professeur, ils ne peuvent rien faire parce que j'ai la permanence. Et donc, il y a un autre monde qui est plus large, qui est la société, qui, dans certaines d'entre elles, pas toutes, ont des chartes de droits et libertés qui définissent ce qu'on appelle la liberté d'expression, qui est définie par les chartes et les cours suprêmes, on l'a vu hier, jugent l'étendue de cette chose-là face aux lois qui la limitent minimalement. Et on a bien entendu hier qu'il fallait la limiter minimalement avec de très bons arguments. Bien sûr, les professeurs sont aussi des citoyens. Et donc, il y a une intersection. Et donc, il y a l'espace public dans lequel il y a les anciens médecins peuvent dire que la Terre est plate. Il y en a une qui a perdu son droit de pratique parce qu'elle disait que les vaccins étaient dangereux, que ça donnait le sida, etc. Elle a fait un livre qui s'appelle « La mafia médicale » et elle a perdu son droit de pratique. Est-ce qu'on avait limité sa liberté? Pas sa liberté de médecin, parce qu'un médecin ne pouvait pas dire ça. Mais comme elle n'était plus médecin, elle était citoyenne, elle avait le droit de délirer dans l'espace tant qu'elle veut. Et elle a continué d'ailleurs actuellement à délirer sur ces questions-là. Mais il y a une zone grise, bien sûr, c'est la zone grise qui relève de la casuistique. Dans un cas qui n'est pas évident, on va aller devant un jury, un tribunal, qui va nous dire, ouais, ici, effectivement. Donc, la Cour suprême, au fond, c'est de la casuistique de dire, oui, ici, ouais, bon, c'est-tu le campus, c'est-tu l'espace public? C'est des cas relativement rares, mais qui arrivent? Ça ne nous empêche pas de distinguer la notion de liberté universitaire, dont je vais parler, et de liberté d'expression. Et je pense qu'une partie de la confusion vient que les profs, étant aussi des citoyens, ils ont tendance à dire que parce qu'ils sont profs, ils peuvent délirer tant qu'ils veulent dans leur salle de cours, ce qui est faux. Plein de jugements le démontrent, je n'ai pas le temps. Donc, moi, je m'intéresse aux contraintes nouvelles de la liberté de recherche et d'enseignement, donc de la liberté universitaire. Et je le fais comme sociologue. Donc, j'observe des transformations depuis 50 ans et je me dis, voici ces transformations. Sont-elles bonnes? Sont-elles mauvaises? Vous en jugerez. Si vous n'êtes pas content, vous ferez des pancartes. Ça, c'est de l'activisme. Moi, j'essaie de comprendre le comportement des fourmis qui se transforment énormément. Les sources de contraintes, on en a un certain nombre qui sont bien connues. Le vieil rengaine de l'État qui brime cette liberté qui est connue. L'industrie, bien sûr, c'est bien connu. Le cas de Nancy Olivieri à l'Université de Toronto est classique, où ils ont voulu lui empêcher de dire la vérité sur les dangers d'un médicament sur la santé. Elle l'a dit quand même. Son université, bien sûr, qui était pour la liberté universitaire, ne l'a pas défendu. Et ce sont les syndicats, l'Association canadienne des professeurs d'université, qui a pris sa défense. Et après un certain temps, l'Université de Toronto a reculé et a dit « Ah oui, c'est vrai, il faut que je défende Mme Olivieri. »
Et donc, ça existe. Les moins étudiés, qui commencent à prendre de l'importance pour des raisons des nouvelles technologies, c'est les groupes de pression. Une autre source aussi, qu'on n'analyse pas assez souvent, mais qu'on devrait, c'est la politique des 3 conseils au nom de l'éthique et de l'intégrité en recherche. Bien sûr, personne n'est contre l'éthique. Hein? Ça ne se peut pas. Et personne n'est contre l'intégrité. Le diable est dans les détails. Qu'est-ce que c'est l'intégrité en recherche? Ça, on va voir qu'on peut utiliser ça pour empêcher des gens de parler. Bien sûr, une autre source, c'est les classements des accréditations. Les écoles de commerce doivent danser de la claquette selon les critères des écoles de commerce, sinon leur classement baisse. Dans leur classement, par exemple, c'est écrit d'avoir un édifice indépendant, d'où le fait qu'à l'UQAM, le ESG veut qu'il y ait une petite boîte qui est écrit ESG dessus parce que ça lui donne des petits points dans les classements. Et si vous publiez dans les bonnes revues avec les bons objets, vous êtes mieux classé. C'est une façon très indirecte d'orienter la recherche et de limiter cette liberté universitaire. Et donc, on a vu, effectivement, si ça avance, les comités d'éthique, les politiques de conseil, les groupes de pression, ODD, l'ONU qui nous dit que la science doit être au service des objectifs de développement durable. Ah bon? La recherche au service des objectifs de développement durable. Et depuis 20 ans, on dénonce ça. Je pense au livre de 2010 de notre collègue Pierre Trudel avec ses collaborateurs sur la mal-réglementation. 2011, enquêter de quel droit? Les limites sur les enquêtes. 2019, liberté surveillée. 2022, liberté, effectivement, malmenée. Et donc, on a, à mon avis, actuellement, depuis une dizaine d'années, ce que j'appelle, au fond, une nouvelle moralisation de la science qui correspond à une nouvelle politique de la science. En 1971, il y a un classique, The Politics of Pure Science. 20 ans plus tard, il nous dit qu'il y a New Politics of Science. Je pense que depuis 2000, on peut se demander s'il n'y a pas une nouvelle politique de la science qui correspond à un processus de tentative de moralisation de la science. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner quelques exemples historiques où on a tenté de le faire, mais ça a été mis en échec au nom, à l'époque, d'une certaine conception de ce qu'on appelle la République de la science, c'est-à-dire que la communauté scientifique est un sous-ensemble relativement autonome de la société. Ce n'est pas la société, c'est un champ qui a un objectif de créer de la vérité, de faire des découvertes avec des normes et des approches conventionnelles en un sens, mais qui démontrent leur efficacité, l'expérimentation, la non-contradiction, etc. Et il y a un cas très intéressant au début du siècle, c'est que Marie Curie gagne en 2009, en 2011, le prix Nobel de chimie. Mais au même moment, en France, les journaux disent « Ah, Marie Curie, au fond, a une relation avec un homme marié. » Et en France, il y a une loi qu'on veut poursuivre un individu parce qu'il est en relation avec un autre qui est marié. Donc, la femme de Paul Langevin veut traîner en cours Marie Curie. Et donc, le prix Nobel dit « Écoutez, madame, venez pas chercher votre Nobel parce que vous avez vraiment des relations problématiques en France et on veut pas être... » Et elle a écrit une lettre extraordinaire en disant mais le prix m'a été décerné pour ma découverte du polonium et du radium. Okay? Et donc, il n'y a pas de relation entre mon travail scientifique et les faits de ma vie privée. Et donc, je vais aller à la cérémonie au mois de décembre. Donc, elle n'a pas écouté cette idée que oui, je devrais rester chez nous parce que les revues à potins disent que j'ai une relation avec un homme marié. C'est curieux. Et donc, elle dit bien, je ne peux accepter le principe selon lequel l'appréciation de la valeur scientifique de mon travail pourrait être influencée par les diffamations et les calomnies concernant ma vie privée. Donc, elle a là incarné par cette phrase, ce qui est implicite et non dit dans la communauté tant que ce n'est pas brisé, cette norme de dire la validité scientifique, c'est qu'on a des tests, ça marche ou ça ne marche pas. Le Curie, ça existe, le polonium, ça existe parce que ça a pris 2 ans de démontrer. Ensuite, on a un cas aussi très intéressant de Fritz Haber. On est en pleine guerre, donc c'est assez intéressant quand pendant la Première Guerre, les Allemands défendaient les Allemands, les Français, puis dans les Français, il y avait des scientifiques. Dans les Allemands, il y avait des scientifiques. Et donc, Fritz Haber, lui, a préparé les premiers gaz moutarde dont les Canadiens ont fait les frais à Ypres en 1915. La guerre chimique. 1919, la guerre à pleine terminée, Nobel reprend son travail et dit « Le prix Nobel de chimie pour la synthèse de l'ammoniac est décerné à, coup de trompette,
Fritz Haber. Donc là, plusieurs ont dit que c'est aberrant. Et le New York Times a dit, effectivement, c'est scandaleux. Pourquoi pas le comité Nobel aurait dû donner son prix de littérature à celui qui écrit les communiqués du général Ludendorff. Et donc, les scientifiques ont dit, je ne vais pas à la cérémonie Nobel, c'est un scandale que Fritz Haber. Ce à quoi le comité Nobel a dit, mais nous, là, on donne un prix Nobel de sciences. La synthèse d'ammoniac, c'est fondamental dans l'histoire de la science. Ça a des conséquences dans la production chimique, la production agricole. Et Fritz Haber mérite le prix Nobel. Fritz Haber lui-même a été assez surpris. Il s'est dit que c'était un acte de grandeur de la part de l'Académie suédoise d'honorer 3 Allemands, parce qu'il y a eu 2 autres Allemands qui ont eu une prix Nobel de physique, parce que l'Allemagne dominait le monde en chimie, en physique. C'était le cas à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et que cela peut conduire, d'après leur vision internationaliste, à une meilleure compréhension renouvelée. Un cas encore très intéressant, qui a été échoué aussi. Là, on a les cas qui ont échoué. Et ensuite, on va deviner que depuis les années 2000, on a les cas qui ont réussi de moraliser les dynamies scientifiques. Gros scandale en 1996, un prisonnier qui a tué des gens écrit des articles scientifiques qui sont publiés. On connaît tous le cas de Valérie Fabricant, qui est encore en prison à vie, qui a tué 4 collègues à Concordia. Et une secrétaire a été blessée. Or, lui, c'est un théoricien. Donc, en prison, il n'y a rien à faire. Il peut prendre son crayon pour faire des mathématiques et du génie mathématique. Et il envoie un texte dans International Journal of Solid and Structure, parce que, comme il n'y a rien à faire, il regarde les cracks de sa prison. Il dit, oui, la distribution des cracks, ça suit des équations. Il écrit là-dessus. Pour les ingénieurs, c'est important de savoir comment les cracks du béton se diffusent. Le recteur de l'époque se plaint à la revue. La revue dit I'm in a quandary. Le scientifique n'avait jamais pensé qu'il y avait un lien entre le fait qu'ils sont en prison et la vérité scientifique. Je ne comprends pas. Finalement, ils ont dit ben là, c'est la science. Et là, il y a des philosophes, des éthiciens qui sont intervenus. Par exemple, celui de Toronto a dit If the content of the article is sound, it should be published. It would be inconsistent with the goals of the university to attempt to suppress knowledge. Ce à quoi Margaret Somerville de McGill a répondu It's tremendously important that we don't start putting irrelevant characteristics in judging what we will and will not publish scientifically. The big question is what he did relevant to scientific integrity of his work? Depuis, ça a été réglé. On dit, oui, c'est vrai. Le champ scientifique n'est pas la société. La société l'a mis en prison. Il est encore là, puis il n'en sortira pas, à mon avis. Mais le champ scientifique, c'est ce que vous dites est vrai ou faux, original ou non. Et donc, depuis qu'il est en prison, jusqu'à nos jours, il a publié au moins 60 articles. Là, on est à 50, mais j'ai revérifié pour 2022. Je pense qu'on est à 60 articles dans toutes les revues scientifiques du monde entier, de génie en allemand, en anglais, etc. Et donc, maintenant, on a étendu ça et on a Einstein qui, encore là, incarnait cette république de la science. Attends, on a raison, je vous décris l'éthique dominante dans la communauté scientifique. Einstein, dans son autobiographie, dit au fond, l'essentiel chez une personne comme moi réside précisément dans ce qu'il pense et comment il pense, et non dans ce qu'il fait ou souffre. Alors que de nos jours, on rappellerait qu'Einstein n'a pas été gentil avec sa femme, que ses enfants, il s'en est peut-être occupé un peu moins qu'il aurait dû. Ça fait du bien, mais je ne vois pas qu'est-ce que ça change à E égale MC2. On a les nouveautés que le NIH, le National Institute of Health, commence à se dire, est-ce qu'on va enlever les évaluateurs de projets qui sont accusés, non pas démontrés coupables, mais accusés de harcèlement. Et donc, eux concluent que oui. Donc, ils ont une liste de ceux qui sont accusés de harcèlement et on leur dit, bien, vous n'évaluerez pas les projets de recherche. Maintenant, je vais à un autre cas qui m'intéresse plus, que je vais creuser un petit peu. C'est la rétractation d'articles. Jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année dernière, il y a 3 ans environ, rétracter des articles, essentiellement, c'est parce qu'on voit un peu les stats, c'est que la moitié au moins, c'est parce qu'ils sont fausses, c'est frauduleux, ou les données ne sont pas bonnes, ou c'est plagié, etc. En gros, c'est les raisons de rétracter des articles. Et les causes, c'est que, en plus, c'est difficile parce que les revues aiment mieux faire un erratum en disant oui, il y a une petite erreur, c'est le chapitre 2, le paragraphe
le mot n'est pas bon ou le tableau n'est pas bon. On aime mieux faire un erratum, qui n'est pas une rétractation, qu'une rétractation qui montre que la revue n'a peut-être pas fait son travail d'évaluation, etc. Donc, c'est compliqué. Je n'ai pas le temps de creuser. En général, ça prend du temps, 1 an ou 2, parce qu'il faut lire l'article, il faut écrire à la revue, puis dire, ben là, ça ne marche pas. Et donc, ça prend 1 an ou 2 à rétracter ou faire une erratum. Maintenant, les nouvelles qui m'intéressent, que j'observe, c'est ce qu'on appelle l'inconfort. J'aime pas les résultats. Ici, on a un cas très intéressant qui s'est fait très vite parce que là, maintenant, ça va vite. Pourquoi? Parce qu'on est sur Internet. On se lève le matin, on lit quelque chose, on saute sur Twitter, puis on dit « Ah, j'aime pas ça ». Là, si on est 10 000 qui disent « J'aime pas ça », bien là, c'est grave. Donc, il y a un texte dans une revue savante, Nature Communications, qui fait un article hyper compliqué de bibliométrie, des méthodes grosses comme la maison, ça prend 3 heures les comprendre, mais en gros, si on fait de la bibliométrie, ce qui est mon cas, on comprend à peu près ce qu'ils font. Ils concluent, eux autres, qu'il y a une association statistique dans la carrière des femmes selon qu'elles ont été mentorées par des hommes ou des femmes. Et en gros, ils concluent à la fin, avec des grosses données bibliométriques, que si tu es mentoré par une femme, bien, tu vas avoir moins d'impact et de carrière que si tu es mentoré par un homme. Ce que la sociologie pouvait dire bien avant d'écrire ces choses-là, c'est une évidence. Parce que si les gens me dominent, il y a peut-être des conséquences. Excitation, 3 mois après, rétractation. On rétracte l'article. Là, pourquoi? En réponse aux critiques des hypothèses qui ont remis en cause leurs conclusions. Alors, d'habitude, remettre en cause des conclusions, ça se fait dans une réponse qui dit, je l'ai fait souvent, tel article est paru, moi, je pense que la conclusion, elle n'est pas bonne. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que, bien que nous croyions que notre papier, les conclusions sont bonnes, le fait qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise, on le rétracte. Ce qui est un peu une contradiction dans le texte même qui dit que la conclusion est bonne. Ce qui est intéressant, c'est que les mêmes individus avaient publié l'année d'avant, avec la même base de données, donc la même méthodologie, un autre article qui, lui, n'a pas été critiqué parce qu'il avait une bonne conclusion. C'est que la diversité ethnique est corrélée avec l'impact scientifique. Donc ça, c'est bien, on est pour ça. Donc, on laisse faire la méthode. Donc, cet article n'est pas créé. Les mêmes auteurs, les mêmes méthodes, mais la conclusion n'est pas aimée, on rétracte. L'autre chose que je pourrais développer, c'est qu'on a un texte dans PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences, une des meilleures revues évaluées par les pairs, etc., qui publie un texte très technique, statistique, sur les relations entre les caractéristiques raciales des policiers qui tuent des gens et les caractéristiques raciales des gens qui sont tués. Donc, c'est pas Jojo. Ils font une base de données. Et là, ils ont une critique acerbe au bout d'1 mois. Puis là, ils disent, OK, il y a une phrase qui a été mal comprise, on va la reformuler. Donc, ils font une correction. Erratum. Je vous dépends, c'est quoi la correction, mais en gros, c'est de refaire une phrase qui a été mal comprise. Pourquoi la phrase est mal comprise? Je vais le dire en un mot. Ils disent, notre article estime the role of officer characteristics in predicting the race of civilians fatally shot by police. OK? We had erroneously made statements about racial differences in the probability of being shot. Donc, c'est très technique. En gros, si on a fait des probabilités, c'est la différence entre la probabilité de X étant donné H et la probabilité de H étant donné X. Dit comme ça, on voit que c'est 2 questions distinctes, complètement différentes au plan statistique, mais écrit en anglais, c'est difficile de comprendre la différence entre les deux. Toujours est-il qu'ils ont expliqué, qu'ils ont calculé la probabilité de shot, je viens vous le dire, mais 3 mois après, la pression des gens a augmenté. Ils ont dit, OK, on a plein de casses, on rétracte l'article. Et il rétracte, il dit, to be clear, our work does not speak to these issues and should not be used to support statements. We take full responsibility for not being careful enough. Donc, ils disent, our data and statistical approach were appropriate. Mais pas pour la partie B, mais pour la partie A. Donc, on voit très bien qu'ils rétractent un article qu'ils disent eux-mêmes être vrai. Et d'ailleurs, leur article est vrai, mais il ne répond pas à la question B, il répond à la question A. Plus récemment, dans une semaine, le rédacteur en chef de la revue eLife, évidemment, comme tous ceux qui aiment Twitter, ce qui n'est pas mon cas, est allé s'exciter sur Twitter pour dire son avis sur la guerre. Son travail de rédacteur en chef, c'est de recevoir des articles de biologie, de dire si sont bons, de les faire évaluer. Le comité interne a dit, ah, on n'aime pas ce que tu as dit, donc on l'a
enlevé de son poste. Et on dit, mais c'est quoi le lien? Ben, les autres, ils pensent qu'il faut faire ça. Conclusion. Des résultats valides, là, j'ai des articles qui montent en détail, là, je n'ai pas le temps, mais vous avez une idée. La nouveauté, c'est qu'on rétracte des articles parce que des gens font pression en disant, j'aime pas ce que vous dites. On n'a pas démontré que c'est faux. On n'a pas démontré de plagiat. On a juste dit, on est mal à l'aise avec votre conclusion. Et la meute Twitter a obligé la revue à rétracter ou a forcé le chercheur qui ne voulait pas de trouble, il voulait retourner dans son labo à dire, oubliez ce que j'ai dit, j'en n'en parle plus, j'en parle plus. Mais c'était vrai, c'était bon statistiquement. Donc, est-ce que des résultats considérés valides selon les méthodes habituelles doivent-ils être rétractés s'ils irritent un groupe de la société? La science sera-t-elle plus robuste? Est-elle plus valide si elle doit obéir aux valeurs morales d'entrepreneurs de morale, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux? Ce sont là sûrement des questions à étudier dans le cadre de réflexion sur les rapports entre vérité scientifique et enjeux sociaux. Chose certaine, la voie vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Merci de votre attention.